Sans plus tarder, on passe à l'énergie éolienne. Alors l'énergie éolienne, éole, le vent, c'est l'énergie qui est tirée, c'est l'énergie qu'on appelle cinétique, donc produite par le mouvement d'une hélice en général, qu'elle soit éolienne, donc par l'air, ou hydrolienne. On entend aussi souvent ça, donc c'est des hélices qui sont plutôt sous la mer. Donc c'est des histoires de flux de vent ou d'eau, et donc qui sont considérés comme des énergies renouvelables et variables. Je me suis bien corrigé maintenant, je ne dirais plus intermittent. Donc un premier lieu commun, une première idée reçue peut-être, l'éolien c'est incompatible avec le tourisme parce que ça défigure complètement les paysages, et du coup on parlait d'économie locale tout à l'heure, mais bon, le tourisme en France c'est 14% du PIB français par exemple, donc si on met des éoliennes partout, on va perdre cette ressource-là. On parlera probablement d'emploi un peu plus tard dans nos discussions. Pour autant, on va parler de tourisme, là en l'occurrence. C'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à cette idée reçue. On ne sait pas trop finalement ce que génère le fait qu'il y ait parc éolien ou pas. En revanche, il y a des territoires qui se sont posés la question de manière un peu plus approfondie, des pays. Et là, il y a plusieurs études qui existent, et l'étude la plus poussée, elle a été menée par le gouvernement écossais, qui a voulu mesurer l'impact de l'éolien dans des zones à fort développement touristique. Ils ont étudié 4 régions et ils ont mené des enquêtes auprès des touristes, des acteurs du tourisme, des opérateurs, des professionnels, des collectivités. Et en fait, à la suite de cette analyse, et d'ailleurs on y mettra le lien vers cette étude aussi, Julien, à la suite de cette analyse, ils ont constaté que l'énergie éolienne, qui pourtant était très présente dans ces régions touristiques, n'a pas d'impact sur le tourisme. C'est-à-dire que les gens ne se déplacent pas là-bas pour voir les éoliennes, mais en revanche ne viennent pas dans ces territoires sous prétexte qu'il y a des éoliennes. Donc en fait, on n'est pas sur un impact significatif de l'énergie éolienne. Et peut-être préciser aussi qu'il y a certains territoires aujourd'hui en France qui sont des territoires qu'on appelle à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils ont réussi le pari d'avoir autant de production énergétique qu'ils n'en consomment. Je pense au Menet, on va se retrouver probablement la semaine prochaine pour les rencontres nationales des territoires ruraux et de l'énergie. Le Menet, avec son investissement dans la transition énergétique, s'est découvert une vocation, celle d'être un territoire qui fait venir du tourisme. Et c'est un tourisme assez spécifique, c'est un tourisme de l'énergie en l'occurrence. C'est pas mal de gens qui viennent voir ce qui se passe dans ce territoire, qui viennent s'inspirer de comment est-ce qu'ils ont fait. Et ça a déclenché finalement une nouvelle activité économique sur ce territoire qu'ils n'imaginait pas du tout au départ. On est là au cœur de la Bretagne, dans un territoire très agricole. On ne pensait pas faire venir des gens des 4 coins de la France pour découvrir le territoire. Un peu un corollaire de cette question de l'éolien qui est incompatible avec le tourisme, tu l'as dit, c'est aussi sur des questions paysagères finalement que ça se pose, et qui rejoint une autre idée, alors là qui pour la peine est une idée qui peut varier selon les individus, mais les éoliennes, c'est moche, ça enlaidit des paysages. Alexandra, toi tu as peut-être des retours du terrain, notamment sur des projets que tu accompagnes sur des territoires là-dessus. Et comme tu le dis très bien, Julien, c'est une question assez subjective en fait. Le paysage, qu'est-ce qu'on trouve joli, qu'est-ce qu'on trouve moche? Il y a effectivement des personnes dans les collectifs citoyens qui au départ disent non, moi je veux pas d'un projet éolien près de chez nous. Je trouve ça moche. D'autres qui disent au contraire, pour moi ça ressemble à des grandes fleurs. Enfin voilà, on y projette un peu ce qu'on veut sur ces éoliennes. Moi personnellement, quand je fais du tourisme, que je vais me promener dans le sud de la France et que je passe au bord du Rhône et que je vois la magnifique centrale de Cruas et que je vois des éoliennes de la CNR à côté, personnellement, c'est pas vraiment les éoliennes qui me dérangent. Voilà, c'est vraiment chacun voit ce qu'il y veut, mais vraiment, pour le coup, je trouve qu'on fait un peu un procès d'intention aux éoliennes là-dessus. Il y a d'autres choses qui défigurent nos paysages que les éoliennes.
Maintenant, s'il y a des personnes qui sont vraiment gênées par cet aspect paysager, il y a des solutions qu'on peut trouver. Je sais qu'en Allemagne, notamment, on habille les éoliennes de peinture verte pour les intégrer dans un espace végétal. Et puis, dans les projets qu'on peut construire avec les collectifs citoyens, on peut prévoir de monter des murs végétaux de manière à masquer en partie des éoliennes qui gêneraient certains voisins, et ça permet quand même au projet de se faire. Voilà. Je sais aussi, et ça reprend des éléments qu'on a évoqués plus tôt dans nos échanges, je sais aussi que certains projets travaillent toujours autour de l'appropriation collective des projets de territoire. Et en fait, là, on est en train quand on parle d'effets paysage sur le paysage, on est quand même pas mal dans la représentation, et c'est aussi des références qui peuvent évoluer. Notamment, je pense que c'est toujours lié à l'acceptabilité. Et puis, culturel autour de ça aussi, et des représentations, comme tu le dis. Les éoliennes, ça peut aussi faire référence aux anciens moulins. Voilà, il y a une question aussi de comment on traite ça dans la culture. Et voilà, il y a notamment une chanson de Dominique A qui s'appelle Les éoliennes comme elles sont belles. Donc voilà, on peut y présenter. Qui vient de Nantes d'ailleurs, je pense. Ah, c'est pas impossible. Tout le monde vient de Nantes, en fait. Quelques kilomètres près, oui. Mais après, sur la question de paysage, c'est quelque chose qui est forcément évolutif. Je veux dire, le paysage a été bouleversé par l'agriculture intensive, par les lignes de très haute tension, et c'est quelque chose qui va évoluer en fonction de nos contraintes aussi et de notre époque. Et l'éolien apporte effectivement un nouveau sujet sur le tapis. Et c'est pour moi super important de travailler avec les acteurs locaux, parce que parfois, ça peut permettre de dire, attends, ce projet éolien, on peut peut-être le tourner un tout petit peu comme ça, ou le faire descendre un tout petit peu dans la vallée, et ça se voit vachement moins. Moi, je prends l'exemple, Julien, pour illustrer, d'un travail qu'on a fait avec les élus, ou qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on fait de la cartographie des projets éoliens, c'est-à-dire qu'on regarde l'intégralité du potentiel éolien sur un territoire, et avec les élus, on se dit, OK, si on devait sortir dans les 10 ans à venir 2 projets éoliens, ça serait lesquels en priorité, justement pour éviter de dégrader les paysages, de dégrader du patrimoine local, etc. Et en fait, quand on bosse comme ça permet aussi d'éviter ces potentielles nuisances qui sont vécues comme ça par certaines personnes. Oui, tout à fait. Et puis là, dans la continuité de cette question, donc, c'est vrai que ça dépend de quel projet éolien on parle. S'il s'agit d'implanter un projet massif avec une ferme d'éoliennes et 150 éoliennes sur un territoire, c'est une chose. S'il s'agit d'intégrer harmonieusement ou avec le paysage, ses ressources, son histoire et son patrimoine, on est sur autre chose. Ça nous amène à la prochaine question, ou à la prochaine proposition, idée, celle que la France aujourd'hui est déjà saturée d'éoliennes. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va pouvoir en implanter vu le nombre qu'il y a déjà. Voilà, on circule sur les autoroutes, on en voit. Est-ce que c'est vrai ça, qu'aujourd'hui on a atteint la saturation? Alexandra, tu veux y aller ou tu veux que je fasse une petite réponse là-dessus? Écoute, je te laisse la main, tu as l'air de vouloir y aller. Non, simplement pour dire que la question de la saturation, elle est aussi subjective, c'est-à-dire qu'en France, on doit avoir 9000 mâts qui sont installés, en Allemagne, on en a 26 000, et pourtant l'Allemagne est un territoire qui est un tout petit peu plus petit que la France. Je ne dis pas qu'il faut aller vers un modèle allemand, ce n'est pas ce que je dis. Pour autant, cette question de la saturation, pour moi, elle est subjective, et elle est aussi à nuancer selon les régions. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines régions en France, effectivement, où il y a eu un développement de l'énergie éolienne qui a été entièrement pris en main par le privé. Et les parcs se sont développés de manière un peu anarchique, en saturant certaines zones du territoire. Et pour moi, c'est d'autant plus important que les élus, justement, et les citoyens, les habitants qui vivent sur ces territoires se la réapproprient pour ne pas que ça se reproduise. Et qu'il y ait un meilleur équilibre, en fait, à l'échelle des territoires et des régions entre les installations éoliennes. Oui, tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Ziad, sur l'importance de la planification territoriale, pilotée par les élus, en impliquant les citoyens. Et ça, c'est valable pour l'éolien, c'est aussi valable pour les parcs solaires au sol. Clairement, on peut avoir ces questions paysagères qui se posent aussi pour cette filière-là. Et les collectivités ont un vrai rôle de pilotage là-dessus et d'implication des citoyens pour l'acceptabilité des projets.
Une idée maintenant autour du lien que l'implantation des éoliennes peuvent avoir avec la faune et notamment beaucoup de gens qui considèrent qu'en fait les éoliennes tuent énormément d'oiseaux et de chauves-souris et qu'elles participent à la destruction d'une certaine biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Alexandra, peut-être? Alors, j'aime beaucoup ce sujet puisque c'est un sujet que je suivais il y a maintenant plus de 8 ans déjà en Allemagne, où j'ai assisté à des conférences entières en allemand sur les algorithmes des éoliennes qu'on peut mettre en place pour éviter de tuer les chauves-souris. J'ai beaucoup souffert pendant ces conférences. Donc, tu as une connaissance très pointue de la question. On a presque une experte. Assez pointue, je ne vous la referai pas en allemand, promis. Mais pour vous dire qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes qui existent, il ne faut pas du tout les nier. Clairement, c'est très important de bien faire le lien avec la protection de la biodiversité et des espèces qui peuvent être menacées, des espèces d'oiseaux, des espèces de chauves-souris, d'insectes, etc. Mais ça, c'est notamment adressé par des études d'impact faune et flore qui sont obligatoires dans le cadre des projets d'énergie renouvelable. Les projets dans lesquels on associe les collectivités, les acteurs locaux vont même plus loin sur cet aspect de cohérence écologique et de protection écologique du niveau local au niveau global, puisque on va travailler avec les associations environnementalistes du territoire qui connaissent bien les milieux puisqu'elles y font des inventaires des différentes espèces. Et donc, en travaillant au plus près sur les territoires, on peut éviter ces soucis avec la biodiversité. Il y a d'autres solutions qu'on peut trouver, notamment, il y a des études qui disent que si on peint les éoliennes en noir, ça les rend plus visibles pour les oiseaux. Il y a toute la technologie des lampes, des radars sur les éoliennes qui permet de les rendre visibles dans les couloirs aériens pour ces animaux migrants. Voilà, c'est un problème qui existe, qu'il faut pas nier, mais il y a des solutions à mettre en place en termes technologiques et en termes de planification, de cartographie des espèces et des milieux propices ou non pour le développement des énergies renouvelables. D'accord. Et un peu dans le même sens, toujours quelque part. Oui, Ziad, tu avais un complément là-dessus? Ouais, juste un tout petit complément, pardon pour le temps, mais je pense que c'est important aussi d'en dire un mot. C'est qu'il ne s'agit pas d'opposer écologie et écologie. Aujourd'hui, le rythme de disparition des oiseaux ou des chiroptères et chauves-souris est absolument effrayant. Donc, c'est normal de faire très attention sur toute installation humaine et notamment l'installation d'éoliennes. La Ligue de protection des oiseaux, la LPO, est quand même très impliquée dans les territoires. On les voit souvent dans les tours de table pour donner leur avis. Ils ont des recommandations aussi qu'on retrouve sur le site internet pour implanter au mieux des éoliennes. Mais encore une fois, je pense que les procès aux énergies renouvelables sont plus forts que d'autres activités. Il y a l'étude la plus poussée, c'est une étude canadienne sur l'impact des activités humaines sur les populations d'oiseaux. Et je vous donne quelques chiffres. Donc, les chats domestiques canadiens, ils tuent 500 millions d'oiseaux par an. Les lignes à haute tension, 16 millions. La chasse, 3 millions. Les véhicules, 10 millions. Et les éoliennes, 13 000. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas négliger l'impact d'une nouvelle activité humaine, mais il faut aussi se reposer la question des autres qui ont un impact autrement plus considérable sur la biodiversité. D'ailleurs, ce sera peut-être le sujet d'une de nos émissions, l'impact environnemental des chats. Je plaisante, mais il y avait des études qui sortaient là-dessus. On va se mettre beaucoup de monde à dos, je suis sûr. C'est pour ça que je plaisantais, surtout en France. Mais du coup, pour continuer sur cette question de la biodiversité, puisque en fait, les hommes, les humains, femmes et hommes font partie de cette biodiversité, beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui que les éoliennes sont dangereuses pour la santé. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette proposition-là, Ziad, peut-être? Là-dessus aussi, essayer de remettre un tout petit peu d'objectivité. Il y a 25 études mondiales qui ont été analysées. Il y a un consensus pour dire que le niveau, par exemple, d'infrason des éoliennes est inoffensif pour la santé humaine. C'est-à-dire quand on est à plus de 500 mètres d'une éolienne, c'est la réglementation en France. Il doit y avoir un espace de 500 mètres entre toute habitation et un parc éolien. Le bruit qui est généré n'est pas plus important qu'une conversation.
Donc, il y a une étude aussi qui a été faite, il me semble, au Canada, c'est ça, qui a analysé des questions subjectives comme des symptômes qui peuvent être auto-déclarés et puis des éléments objectifs comme la pression artérielle, le taux de l'hormone du stress, etc. Et on n'a pas vu en fait d'éléments factuels sur les riverains de parcs éoliens. Pour autant, il y a des personnes qui se disent électrosensibles, qui disent vivre aussi des désagréments en proximité des éoliennes. Et je pense que c'est important aussi de prendre en compte ces éléments que tout le monde peut ne pas ressentir et faire attention à ces personnes-là. Dans les parcs éoliens, on voit maintenant, il y a de plus en plus, notamment les collectifs citoyens font passer des géobiologues pour essayer d'aménager le parc éolien de manière à ce qu'il ait de moins de nuisances possible sur le vivant autour du parc. Et puis, le respect de cette réglementation des 500 mètres, certaines collectivités parfois le dépassent un petit peu en allant jusqu'à 650, 700 mètres pour s'assurer qu'il n'y aura pas de nuisance justement sur les êtres humains. D'accord. Alors maintenant qu'on a passé cette question plutôt, les questions sanitaires et impact sur la biodiversité, revenons vers des questions peut-être plus techniques, notamment sur la composition des matériaux utilisés pour les éoliennes. Avec cette proposition que je vous fais, les éoliennes aujourd'hui dépendent des terres rares principalement produites en Chine et extraites en Chine et ne se recyclent pas. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Elles ne se recyclent pas, c'est partiellement vrai. On essaye de mettre en place des filières de recyclage, notamment des terres rares qu'on peut retrouver dans les smartphones. Donc, il faut savoir que les terres rares, ça regroupe 17 métaux qui ne sont pas rares, malgré leur nom, mais dont l'usage est de plus en plus important, notamment lié au numérique. Donc, dans nos smartphones, nos ordi, tous les outils numériques qui se développent. Ces outils-là sont beaucoup plus gourmands que les énergies renouvelables en terres rares. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on utilise essentiellement ces terres rares dans les aimants des éoliennes en mer. 3% des éoliennes en France comportent des terres rares. Donc, les éoliennes classiques qu'on retrouve dans nos champs ne sont pas fabriquées avec des terres rares. Et tout à l'heure, Alexandra le citait. En France, les panneaux silicium, donc c'est la grande majorité des panneaux, hein, c'est plus de 90% du marché, n'ont pas recours aux terres rares dans leur process de fabrication. Et sur la recyclabilité des éoliennes, tu disais elles sont partiellement recyclables. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Je n'aurais pas les chiffres en tête, moi, sur le niveau de recyclabilité de l'éolien. Je l'avais plus sur le photovoltaïque. Ce que je sais, et ça, c'est quelque chose qu'on exige de l'éolien, qu'on n'a pas du tout exigé, par exemple, du nucléaire, c'est que tout développeur éolien, dans son business model, dans son modèle économique, il doit intégrer des prévisions, des euros prévisionnés pour pouvoir déconstruire le projet au bout de 20 ans. 20, 30 ans quand le projet aura fini. Et ça, en fait, ça vient gréver un peu le modèle économique parce que ce sont de l'argent qui est stocké pour pouvoir gérer ce démantèlement. Si on avait fait ça pour le nucléaire, je ne suis pas sûr qu'on se serait lancé dans cette industrie. Est-ce que ça veut dire concrètement que tout à l'heure on parlait du coût mégawattheure des énergies? Est-ce que ça veut dire que quand on parle du coût mégawattheure du nucléaire, le coût du démantèlement n'est pas pris en compte dans le calcul de ce coût-là? Il n'est pas pris en compte aujourd'hui, sinon il viendrait complètement exploser le prix du mégawattheure, puisqu'on le voit, hein, les déconstructions, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec Fessenheim, on n'a pas la filière industrielle pour gérer ça aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas pris en compte et pas pris en compte non plus toutes les subventions qui ont été accordées au nucléaire et qui le sont encore aujourd'hui dans le prix du mégawattheure. Donc il y a un coût caché aussi dans l'industrie nucléaire. D'accord. Une dernière question sur les éoliennes et on passera à une autre énergie renouvelable en suivant. Les éoliennes, c'est bien gentil, mais de toute façon, en fait, la plupart des gens n'en veulent pas sur leur terrain. C'est un peu, pour reprendre l'anglicisme, not in my backyard. Donc moi, je veux bien les énergies renouvelables, mais pas dans mon jardin, dans le jardin du voisin si possible. Est-ce que c'est généralement vrai ça, Alexandra? Forcément, quand un projet est imposé sur un territoire, la réaction instinctive des habitants, ça va être non, j'en veux pas en face de chez moi. Mais si c'est un projet qui sert le territoire, qui va permettre de créer de l'emploi, d'apporter des choses directement sur le territoire, peut-être même de rémunérer directement les habitants actionnaires du projet, la vision peut changer. Si certaines personnes ne veulent vraiment pas
d'une éolienne proche de chez elle, on peut aussi décider ensemble de la déplacer en gardant un modèle économique du projet, mais les projets pilotés par les collectivités et les citoyens ne visent pas une fin spéculative à tout prix, ne visent pas à être des objets lucratifs. Donc oui, il faut que ce soit équilibré économiquement, mais comme on ne recherche pas le profit à tout prix, on peut se permettre de moduler les projets, comme le disait Ziad, et donc déplacer les éoliennes si ça pose souci à certaines personnes en particulier. C'est tout à fait possible, et à ce moment-là, on peut, par une bonne concertation, un bon dialogue territorial, rendre le projet acceptable. Ok, très